Là où c'est très difficile d'être RH aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite. Parce qu'avec l'IA, et notamment l'IA agentique, tu vas pouvoir, à ton échelle individuelle, adapter même le contenu de ton travail en déléguant à une IA des pans de ton job. Tu t'intéresses à la compétence. De plus en plus, tu t'intéresses à la personne. Et donc, et demain, je porte beaucoup le fait qu'on va devoir s'intéresser aux citoyens. Salut et bienvenue sur Harmony Inside, ou plutôt sur Harmony Explore. Explore, c'est une nouvelle série d'épisodes d'Harmony Inside pour aborder ensemble les thèmes et les tendances qui façonnent le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Alors si tu souhaites savoir comment construire une culture entreprise à l'épreuve des transformations qui nous attendent, tu peux me contacter en direct ou en passer par le site de Biharmonist, c'est b-harmoniste.com. Et en attendant, bonne écoute. Bonjour Séverine. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir. Ici, on est à Station F où sont les bureaux aussi du Lab RH. Tu vas nous en parler dans un instant. Mais la raison pour laquelle j'avais envie de faire cet épisode avec toi, aujourd'hui, au-delà du fait que tu m'as été très chaudement recommandé par Mathilde Cos, qui est venue il y a quelques temps et que tu connais très très bien parce qu'elle est aussi très impliquée dans le lab, c'est que j'ai l'impression que les RH n'ont jamais été aussi visibles, en tout cas d'en avoir jamais autant entendu parler qu'en 2025. Il y a aussi beaucoup d'outils qui émergent depuis plusieurs années maintenant, mais pour aider les RH. Donc finalement, en fait, on est sur une profession qui est de plus en plus visible, qui est peut-être de plus en plus outillée. Donc finalement, est-ce que c'est facile d'être RH en 2025 ? Alors, si on prend l'angle outil que tu viens de prendre, on peut trouver que c'est plus facile parce qu'on a plus d'aide à la décision, plus d'aide pour le processus, plus d'aide au choix ou à l'évaluation sur du recrutement, etc. Donc, sous cet angle-là, oui. Là où c'est très difficile d'être RH aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite, comme dans beaucoup de professions, certes, mais les RH partaient de très loin quand même sur la digitalisation. Il y a eu un gros coup de boost avec le Covid notamment. Donc ça va très vite et du coup c'est difficile pour les RH de suivre parce que les RH c'est pas une formation avec une majeure tech ou même un aspect tech, il y en a pas principalement dans la majorité des formations. Donc c'est difficile pour les RH d'arriver à suivre, d'arriver à s'adapter, d'arriver à adapter les process qui changent beaucoup, sachant que nous notre matière première c'est l'humain. Et que donc, il y a toujours, tu vois, quand tu changes un outil ou un process, il y a toujours un double enjeu. Il y a l'adaptabilité du process à son besoin. Et il y a protéger, entre guillemets, notre objet, à savoir les collaborateurs. Bien sûr. Pour pas, tu vois, qu'ils s'inquiètent, pour faciliter l'adoption, que pour eux aussi, ça réponde à leurs besoins, etc. Donc, on est toujours dans une espèce de double détente qui, en fait, rend ça difficile. Et d'autant plus, encore une fois, comme je le mentionnais au début, quand c'est pas ton métier et que toi, t'es pas tech, ta matière, encore une fois, c'est pas la technologie, c'est l'humain. Donc, c'est plus facile grâce aux outils, mais c'est plus difficile grâce aux outils, quoi. Oui, et puis t'as passé quand tu es avec de la matière humaine, entre guillemets, si je fais ça, il se passe ça. Ouais. Ça va globalement pas fonctionner. Peut fonctionner, voilà. Tu peux essayer de prédire beaucoup de choses, mais par définition, il y aura toujours une part qui... Tu ne gères que de l'exception et des cas uniques, effectivement. Avant de rentrer encore plus dans ce sujet-là, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a encore, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que c'est que le Lab RH, est-ce que vous faites ? Ouais, avec plaisir. Alors moi, pour me présenter, on parlait de matière humaine, donc je vais commencer par ma formation. Je suis psy. Tu vois, la matière humaine, voilà, c'est mon domaine. Alors après, j'ai une formation initiale en psycho que j'ai complétée il y a quelques années par un MBA en marketing. D'accord. Quand je dis quelques années, c'était il y a plus de 8 ans aujourd'hui, 2016. Ouais, ça va faire 10 ans. En fait, partant d'un constat que justement en RH, je constatais moi dans mon activité au quotidien des petits trous dans la raquette sur la façon de répondre aux besoins des collaborateurs, m'étant toujours beaucoup intéressée au marketing depuis vraiment ma formation. Enfin, j'avais beaucoup hésité à un moment donné à faire de psycho ou market. Je me suis dit, OK, il n'y avait pas de formation RH en marketing ou marketing RH, ça n'existait pas à l'époque. On en parlait très peu. Donc, j'ai fait une formation en marketing. Donc, j'ai cette double formation. Et il se trouve que moi, dans cette formation, dans ce MBA qui était marketing innovation, on avait tout un pan sur l'innovation très tech et très start-up. D'accord. Donc, c'est venu m'ajouter aussi cette brique que j'évoquais comme manquante parfois au RH.
Voilà, je l'ai acquise il y a très tôt dans mon parcours. Et puis moi, j'ai un parcours en RH, pendant 20 ans. J'ai fait, du recrutement, des grands groupes, de l'orga, de la mobilité interne, de la com interne, jusqu'à créer ma propre boîte en expérience collaborateur suite à ce MBA où Mmh. j'avais été très sensibilisée à l'expérience client Bien sûr. et je me disais: «Mais pourquoi on fait pas la même chose en interne?» On commence à y arriver maintenant. Bah, ouais, Maintenant. mais voilà, c'était 2016 là, je disais tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, on parlait pas vraiment d'expérience collaborateur. Moi, j'ai acquis la conviction que ça serait le nouvel enjeu des RH, donc Mmh. j'ai créé une boîte dessus et j'ai commencé à écrire beaucoup, beaucoup sur le Mmh. sujet. Tu as écrit des livres d'ailleurs? Des livres, ouais, bah, j'ai Ouais. écrit le premier livre, sur le sujet et puis, après d'autres, beaucoup d'articles. J'ai fait beaucoup, de conférences, de prises de parole parce qu'à ce moment-là, il fallait vraiment évangéliser, le marché, les DRH, les entreprises. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai eu envie de rejoindre, bah, si tu veux, j'ai envie de rejoindre un grand groupe. Mmh. Et donc je suis entrée dans un groupe bancaire, un 2e D'accord. groupe bancaire, et à la direction expérience collaborateur Mmh. et j'ai passé 4 ans vraiment, top sur des très beaux projets. Notamment les JO puisque mon groupe était, partenaire premium des JO et que c'était les 2 dernières années, mon projet, était lié à comment on fait des JO un levier d'engagement interne pour les collaborateurs. Ça, OK. c'était mon sujet pendant 2 ans, donc c'était top et quand les JO sont arrivés et que, j'allais changer de mission en interne, Mmh. s'est présentée à moi cette superbe opportunité, de reprendre la direction du Lab RH. Mmh. Le Lab RH, c'est une association qui promeut, l'innovation RH au sein des entreprises, qui rapproche les entreprises des startups. D'accord. On a également d'autres types d'adhérents, des institutionnels, des écoles, des ministères et cetera et l'objectif, c'est, voilà d'aider les DRH, à pallier ce manque tech que j'évoquais au début, Mmh. en les acculturant, les sensibilisant, les aidant à faire leur veille, à être au fait des tendances et cetera et à les rapprocher des startups. Voilà, on a à peu près 250 startups, qui sont adhérentes du lab et Mmh. 80 grands comptes. Et on a également, un programme à Station F, c'est pour ça qu'on est là Ouais. aujourd'hui, puisqu'on a un programme, Echartech à Station F où on accélère une vingtaine de startups vraiment, Mmh. amorçage, petites pousses, et on les aide, à, bah, grandir, se rapprocher des entreprises, et cetera. Dont d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît bien et qui est passé à ce micro aussi, qui s'appelle Jocelyn Tout à fait. et qui a monté, Propel, que je vous invite à aller voir, si Propal vous qui écoutez est, ça. ouais, une super solution et qui, bah, fait partie du programme, Voilà, tout à fait. Station F du Lab. Donc voilà, donc depuis septembre, c'est-à-dire 6 mois, je suis, DG, du Lab RH Mmh. avec un très grand plaisir. Le Lab, je connaissais très bien l'association. On va fêter les 10 ans cette année. OK. Ouais, Ah, c'est bientôt, ouais. Mmh. ouais, c'est Mmh. bientôt. On va faire un bel événement de kick-off où on accueillera, Luc Julia, sur la partie, expert IA. Mmh. C'est cofondateur de Siri et on Mmh l'appelle mh. le pape de l'IA, hein. Mmh. Et puis également, Pascal Demurger qui est le DG de la Bien sûr. Maïf, lui plutôt sur l'innovation sociale et aussi le DG de France Travail, Thierry Guély qui vient, partenaire du Lab RH et qui vient, en ami, prendre, un peu le stage aussi, ce Ça s'annonce jour-là être un bel pour, événement. ouais, Mmh. ça va être vraiment un très chouette événement, à Station F. Voilà, donc le lab, c'est une super énergie, une super équipe, des super startups, des corporates, ce qu'on appelle corporate, c'est les adhérents, entreprises, Mmh mh. hyper volontaires, qui nous aident, qui ont envie de se rencontrer. Donc on fait plein de choses où on fait rencontrer les adhérents entre eux, les adhérents, corporate avec les startups, enfin voilà, on fait vraiment plein de choses. Il y a une belle énergie et un super écosystème. OK, c'est génial et c'est aussi un endroit où vous dans cet écosystème, vous nourrissez pas mal de réflexions, Ouais. notamment sur le devenir de ce métier, de RH. C'est l'ensemble des métiers RH ou ça s'adresse spécifiquement aux DRH d'ailleurs? Tous les métiers Tous RH. les métiers RH et donc en début d'année, vous avez publié sur les challenges 2025 des RH et en fait, avant même de rentrer dans ces challenges séparément, il y a un mot qui revient beaucoup, 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 c'est le mot pivoter. Ouais. Qu'est-ce qui rend nécessaire ce pivot qu'on voit notamment plutôt habituellement sur des startups qui sont plutôt Bah, en c'est début de cycle, quoi? complètement volontaire. J'ai voulu faire un clin d'œil à Bien notre sûr. monde des startups, Ouais. avec ces 4 challenges et effectivement que j'ai orienté autour du wording, donc ce champ lexical Mmh. de la startup et ce mot pivoter qui est intéressant, hein, une startup qui pivote, c'est une startup qui change,
comme un élément fondamental de son business ou de son offre. Ouais, tu réinventes ton modèle d'affaires en général. Voilà, pour se réadapter à un nouveau besoin. Et nous, on porte la conviction au lab que on est dans un moment où les RH doivent pivoter pour aussi s'adapter à leur environnement et toutes ces nouvelles, par exemple l'IA, très clairement, tous ces nouveaux enjeux qui arrivent pour la fonction. Et pivoter, c'est intéressant parce que c'est pas transformer, ça peut faire peur. Par ailleurs, il peut y avoir beaucoup de freins en interne ou même des DRH. C'est pas casser les codes. Tu vois, au début, j'étais partie sur une idée de allez, cassons les codes. Mais c'est pas ça en réalité. C'est vraiment cette notion de je pivote sur mon axe, donc je garde mes fondamentaux. Donc les convictions RH, elles sont là, les fondamentaux sont là, les valeurs, tu vois, ce à quoi la fonction RH peut être très attachée, que j'évoquais au début, et de surtout cette notion de l'humain, tout ça, ça ne se perd pas. Par contre, on doit pivoter parce qu'il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles contraintes aussi de l'environnement extérieur et des nouvelles opportunités hyper positives également qu'il faut savoir prendre. Et donc, sans tout casser les codes, sans tout transformer, il faut savoir s'ouvrir à ça. Et donc, d'où ce terme de pivoter et ce jeu de mots que j'ai voulu faire et ce petit clin d'œil à notre ADN des startups. Donc, du coup, ces challenges, ces contraintes extérieures et ces opportunités que tu évoques et qui rendent ce pivot nécessaire. Tu penses à quoi? Tu as parlé de l'IA. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors, on en a défini 4. La première, c'est effectivement l'IA, mais pas l'IA comme ça dans l'absolu. C'est comment l'IA va permettre de mettre la compétence au cœur des organisations, qu'elles deviennent des skills-based organizations. Donc voilà, c'est comment on utilise l'IA pour aussi réfléchir. C'est son plan stratégique, son workforce planning, quoi. C'est-à-dire sa prévision de son effectif, mais dans un effectif qui va être humain / IA. Parce qu'on va être de plus en plus augmenté, assisté. Donc ça, c'était le premier challenge. Le second, c'est la façon dont le DRH peut s'adapter et doit pivoter pour s'adapter à un environnement qui est toujours plus incertain. Alors, l'environnement, il a toujours été incertain, imprévisible, mais là, c'est vraiment devenu la norme. C'est-à-dire que là, le long terme, quand on dit long terme dans une entreprise, on pense 6 mois, quoi. Oui, ok. Ouais. Et encore, quoi. Tu vois, quand avant, tu pensais 2-3 ans. Celui qui est capable de se projeter à dans 20 ans aujourd'hui, il a accès à des arcanes auxquels toi et moi, on n'a pas accès, je pense. Même quand tu fais des plans strat, les plans strat dans les boîtes, c'est souvent. C'est 4-5 ans. Voilà, mais maintenant, on est à 2 ans, 2-3 ans. Et je sais pas ce que tu as le temps d'implémenter. Et ton plan strat, il bouge tout le temps. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire très attention à être. T'as la philosophie, la culture. Bon, ça, je vous apprends rien sur ce podcast, mais. Et tu as les moyens et tes objectifs. Donc, tes objectifs, ils doivent pas changer forcément. Enfin, eux, ils peuvent évoluer, mais ta culture, elle n'est pas censée changer au même rythme que tes objectifs. Et d'où l'intérêt de travailler une mission et une vision qui ressemble à quelque chose et que justement, tu vas pouvoir porter. C'est le comment tu vas le porter qui va changer. Mais ça, effectivement, il faut que ça reste et que ça ancre parce que sinon, aujourd'hui, il ne te reste plus grand-chose de stable. Tout à fait. Donc, quand tu réfléchis ton plan strat, il faut réfléchir cette double détente. Voilà, mais du coup, comment en tant que DRH, dans cet environnement incertain, tu vois, la performance, on parle plus forcément que de performance économique, il y a performance sociale. Bon. Ça, c'est des nouveaux éléments, tu vois, de KPI, même de suivi de ton activité pour t'adapter justement à ton environnement, qui sont nouveaux et qui demandent au DRH de pivoter. Le troisième enjeu challenge qu'on avait défini pour 2025, c'est là plutôt sur du collectif, c'est comment tu recrées du collectif dans un environnement là, de travail, pour le coup, qui est hyper flexible. On est dans une flexibilité du travail accrue et qui pousse à de l'individualisation. Alors moi qui suis une experte de l'expérience collaborateur, l'expérience collaborateur, par définition, c'est de l'émotion et de la perception, donc c'est individuel. Bon, mais ça ne doit pas t'enlever ta réflexion de comment tu crées du collectif. Et là, on parlait de culture et de valeur, ça joue beaucoup. Mais voilà, comment tu préserves et tu recrées du lien alors que, tu vois, l'hybridation du travail, on peut en parler, hein, rien que le fait de télétravailler, c'est pas anodin en termes de collectif, tout le monde s'en rend bien compte, mais on peut pousser plus loin parce que quand tu télétravailles, donc il y a plus d'unité de lieu, on travaille plus tous au même endroit. Il n'y a pas forcément d'unité de temps non plus. Du coup, il y a plus d'unité de temps parce que tu t'adaptes chez toi comme tu veux. Et demain, possiblement, il y a même presque plus forcément d'unité de contenu. Parce qu'avec l'IA, et notamment l'IA agentique, tu vas pouvoir, à ton échelle individuelle,
adapter même le contenu de ton travail en déléguant à une IA des pans de ton job qui possiblement sont celles qui t'intéressent le moins ou tu vois, pour te consacrer à d'autres. Mais comme ça va être très à la main du collaborateur, toi et moi, demain, on fait le même job, mais on n'a pas délégué la même chose à la IA. Ouais, on saute tous les deux RH. Moi, je délègue les aspects de droit des contrats parce que j'y connais rien. Toi, tu as plutôt envie de déléguer les aspects sourcing de candidats, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et en fait, effectivement, on s'appelle tous les deux RH, mais on fait pas la même. C'est quoi qui va nous réunir? Mais même entre deux personnes qui font du recrutement. Ouais. Moi, j'adore le sourcing, donc j'ai pas envie de le déléguer. Toi, t'aimes moins ça, tu le délègues. Ouais, on parle de quoi? La machine à café. Enfin, forcément, je donne toujours un exemple très caricatural pour que ça parle. Mais donc, si tu as plus cette unité de lieu, cette unité de temps et même cette unité de façon de travailler à job égal, bah, comment tu crées un collectif? Autour de quoi tu réunis les gens dans ta boîte? Donc, voilà. Donc, il y a un enjeu là. Et puis, le quatrième challenge, le quatrième pivot, c'est sur l'approche holistique que moi, je porte beaucoup et qui est, tu vois, comment tu envisages ton collaborateur à 360 degrés. Pendant longtemps, le RH, son taf, c'était il y a des compétences. J'ai une offre de compétences, mes collaborateurs. J'ai des besoins de compétences, mes postes, mon projet d'entreprise. Comment je fais matcher? En gros, encore une fois, je caricature. Mais c'était ça. Mais donc, tu vois, tu t'intéressais à la compétence. De plus en plus, tu t'intéresses à la personne. Et donc, demain, je porte beaucoup le fait qu'on va devoir s'intéresser aux citoyens. Tu vois, pour répondre aux enjeux que les candidats et que les collaborateurs pourraient avoir en termes de développement durable, d'inclusion. En termes de sens. En termes de sens. Donc, en fait, tu dois, en tant que DRH, acquérir une vision plus 360 degrés de ton collaborateur. Mais ça, c'est très différent pour les RH. Moi, je blague toujours dernièrement. Si tu prends un DRH il y a 40 ans, tu le téléportes là, mais il comprend plus son job. Qu'est-ce qui est différent? Parce que moi, j'étais pas là il y a 40 ans. Bah, moi non plus. Merci. En tout cas, non, mais ce qui est différent, notamment, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des attentes aujourd'hui de la part de tes collaborateurs et de la part de tes candidats qui, à 40 ans, ont considéré de la sphère du privé. Oui, tu balayais ça en disant ça reste à la maison, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait la notion blurring. Tu vois, le blur, le fait de le privé et le perso qui se mélangent de plus en plus. Il y a 40 ans, ça marchait moins parce que tu n'avais pas de smartphone, tu n'avais pas d'email, donc tu regardais pas tes emails chez toi. Et tu n'avais sûrement pas de télétravail. Tu sortais, voilà. Tu sortais de ta boîte, tu pouvais complètement déconnecter. C'était Severance, ouais. C'est plus le cas. Non. Mais du coup, dans les deux sens, je dis toujours... De nouveaux soucis, ouais. Mais ça doit marcher dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas que... Ça nous arrange, les managers et les DRH, qu'un collaborateur, si on lui envoie je devrais pas dire ça, mais si on lui envoie un mail urgent, pressé, un peu tardif, on sait qu'il va pouvoir le regarder. Peut-être il faut juste qu'il le rebascule et bon, ça lui prend 2 secondes. Ça arrange tout le monde et ça arrange... Et même lui, bon. Mais dans l'autre sens, quand c'est le cadre qui ramène au boulot, bah lui, ses engagements, lui, ses attentes, lui, ses préoccupations, lui... Bah là, tout à coup, on se dit, ah bah ouais, mais non, au boulot, c'est le boulot. Bah non, ça marche dans les deux sens. Non, ça va marcher, ouais. Et de plus en plus, les candidats, notamment, c'est venu des jeunes générations, mais moi, je pense que c'est pas une question de génération. Tu vois, les jeunes générations qui ont commencé à revendiquer le fait de ne pas postuler dans des boîtes qui n'étaient pas 100% clean sur des engagements RSE, par exemple, etc. Bon, bah, tu vois, c'est arrivé par ça. Et donc, un DRH il y a 40 ans aujourd'hui, un des trucs vraiment fondamentalement, je crois, différents, il n'y a pas que ça, mais fondamentalement différent sur la vie, en tout cas la perception du collaborateur, bah, c'est que c'est plus juste l'angle compétence que tu dois regarder. C'est l'angle personne, quoi. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'approche holistique. Oui, je vois très bien. Je voulais revenir avec toi d'abord sur le premier des challenges que tu as évoqué, c'est celui de l'IA, parce que c'est celui auquel on pense forcément le plus partout tout le temps en ce moment. Écoute, toi, moi, je suis bombardé de pubs en ce moment, d'entreprises qui ont développé des agents IA. Et en fait, le pitch qu'elles me font, c'est pas ce que tu me disais, c'est tu vas pouvoir déléguer une partie de ton job. C'est recrute Alexandra qui n'existe pas. Alexandra, elle est sales rep ou elle fait du market ou whatever. Et en gros, elle va rejoindre l'équipe. Et il y avait encore hier, je crois, une couverture de je sais plus quel magazine où on avait une cadre plus d'Accenture qui expliquait qu'aujourd'hui, en gros, l'IA fait partie de l'équipe. Alors, c'est une phrase qui peut être dévoyée dans tous les sens, mais en gros, ce qu'on te vend, c'est une partie de tes collaborateurs. Demain, ils seront plus des êtres humains en chair et en os, mais ce sera des IA. Et puis, tu piloteras peut-être une équipe hybride. C'est une vision qui est réaliste, ça, et même de manière globale, pour toi, cette transformation de l'IA sur l'aspect organisation du travail,
à quel niveau elle va intervenir et comment? Ouais, bah, c'est ce que j'évoquais quand je parlais d'IA Ouais. Workforce, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux envisager, mais ça aussi, tu vois, ça va tout changer dans le monde du pour le RH. Tu peux envisager d'avoir de manager des IA. Mmh. Donc là, pour le coup, l'IA, tu vas pas avoir à la manager d'une façon holistique. Non, a priori. Sauf ou vraiment tu auras d'autres problèmes. Voilà, là, on touche, globalement, On on est aura sur des une vraie problèmes. singularité si ça Voilà. arrive, ouais. Non, mais du coup, tu vois, elle, tu pourras la manager vraiment comme, un besoin, une compétence en face, enfin une compétence IA, mais, tu vois, une tâche, une réponse, une tâche, une réponse, une tâche, une réponse. Puis tu auras des managers des collaborateurs, pardon, que tu vas manager, bah, dans cette approche plus holistique, peut-être plus tirée vers le haut, plus travailler leur valeur ajoutée, Mmh. et tirer vers le haut leurs compétences pour, les développer en laissant à l'IA peut-être des tâches, moins glorieuses ou en tout cas qu'on va moins estimer comme étant la valeur ajoutée de nos collaborateurs. Bon, bah, ça effectivement, ça se «manage» entre guillemets, ça s'encadre différemment et donc demain, tu peux avoir des équipes hybrides, moi j'y crois franchement, j'y crois beaucoup Mmh. et je pense même que c'est quelque chose d'assez positif. La façon dont tu as posé la question, mais peut-être que je suis dans l'erreur, tu me corriges dans ce cas-là, mais Vas-y. la façon dont tu as posé la question, j'ai eu l'impression que tu trouvais que c'était pas terrible, enfin que c'était étonnant du moins et pas forcément dans un sens positif de la chose. Oui, moi, à titre personnel, c'est des choses que je trouve assez, parfois flippantes, tu vois? Mais non, mais c'est Enfin, super! et tu vois, la question que je me pose, par exemple, c'est tu parlais des tâches un peu moins glorieuses et Ouais. cetera. C'est les tâches aujourd'hui, enfin, tu vois, moi, j'ai fait mon début de carrière dans le conseil. Les consultants, quand tu es consultant junior, tu fais ces tâches-là. Si demain, il y a plus besoin de savoir faire tu as plus besoin de gens pour faire tes PowerPoint, avec tes slides bien alignés, avec ton tableau Excel, et cetera. C'est-à-dire toutes les choses qu'on a besoin que tu fasses et qui te permettent aussi de rentrer dans la pièce et d'apprendre des choses au contact de gens plus expérimentés que toi. Mmh. En fait, aujourd'hui, les jeunes, générations, qu'est-ce que tu leur fais faire? Sûrement des nouveaux métiers. Mais tu vois, il y a forcément il y a une phase de transition dans tous les cas, Ouais. va forcément se passer avec des trucs super et avec des trucs qui vont être potentiellement plus difficiles à gérer. Et comment est-ce qu'on les anticipe, quoi? Tu soulèves un vrai point sur la formation des plus juniors, enfin des jeunes diplômés, c'est clair. Non, ça, c'est un vrai point. Après, c'est pour ça que ça va demander une réflexion tu vois? Quand on démarche en te disant: «Tiens, recrute, Marie qui est une IA», je sais pas Mmh. quoi, effectivement, tu as raison de pas partir dedans tout de suite parce que ça va chambouler un petit peu ton orga et notamment ces questions-là. Donc ça, Mmh. c'est des choses qui s'anticipent Voilà. et qui se réfléchissent en amont. Tu dois réfléchir ton orga et notamment te poser la question pour la formation de tes jeunes diplômés, Mmh. c'est quoi qui est plus formateur pour eux de savoir faire des PowerPoint bien alignés ou c'est d'aller, en rendez-vous stratégique avec un plus, Mmh. senior et de comprendre le jeu d'acteur qui se déroule dans une réunion comme ça, Mmh. un truc comme ça, tu vois? Donc, bah, ça je pense que il y a en amont des questions à se poser, vraiment Mmh. de Mmh. fond, de l'orga et des parcours et pour identifier ces tâches que du coup après, bah, de façon assez sereine, tu peux, déléguer à une IA, Mmh. parce qu'en réalité, elles ont pas beaucoup de valeur. Mais tu vois, sur un PowerPoint, l'IA, elle peut te faire le PowerPoint, en te faisant les schémas et tout. Mais est-ce qu'elle sait réfléchir parce que Non. moi, la philosophie d'un PowerPoint, Mmh. moi j'étais consultante donc je sais. Mmh. Un PowerPoint, c'est pas juste, Ah non. voilà, Mais là, du texte et des les couleurs. non-consultants vont rire, mais oui. Ah, ah oui, mais il y a des vraies philosophies Mais derrière bien sûr. un PowerPoint, de comment tu amènes la chose, comment le cheminement de la pensée qui est bon, mais ça l'IA, je suis pas certaine, aujourd'hui du moins, qu'elle le Non, ferait bien sûr. aussi bien qu'un junior. Mmh. Et du coup, le junior, tu pourrais imaginer que sur cet exemple que tu as donné, bah, que lui, il définit tout l'amont, Mmh. ça le forme. Après, d'aller faire le beau carré, le camembert, Ouais, la ouais, bien sûr. couleur, d'appliquer la charte graphique, est-ce qu'il y a vraiment besoin du Non, junior qui a fait ça c'est sûr. son école de rang A, machin, tu vois? Ça, c'est sûr. Et ce qui est enfin, tu vois, je prends un exemple là qui, à l'époque, m'avait fait flipper et des développements récents me font dire que c'était pas si simple que ça. C'est une boîte qui s'appelle Klarna, tu as entendu parler, c'est une fintech suédoise qui était prêt à IPO, je crois. Et en gros, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de sortir 800 personnes, pour les remplacer par de l'IA sur, globalement, tout ce qui va être CS, quoi, Customer Support, Customer Success, et cetera. Ils ont voulu mettre de l'IA à la place en se disant: «C'est des tâches répétitives, on gère des tickets, patati patata». Bon, ben, et vraiment, en fait, ils ont juste réduit leur masse salariale. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait faire autre chose aux gens. Ils ont dit: «Non, ça sort», quoi. Et à l'époque, moi, j'étais là: «C'est catastrophique et si on va vers ça, en fait, on va juste optimiser nos marges, qu'est-ce qu'on va faire des gens?» en gros. Hem et en fait, ça a pas trop marché. Mmh. Le CEO de Klarna, il a pris la parole il y a quelques semaines en disant: «En fait, le faites pas. Ça marche pas bien». Bah, oui, c'est l'illustration que sans réflexion amont, Ouais. ça marchera pas. Mmh. Alors, je pense qu'il était très content de ses marges, enfin Ouais, puis ça fait un gros coup de com' pour sa boîte, en plus. voilà déjà et bon après,
Oui, bon, moins bon, Ça fait discuter. Bon, non, mais ça fait de la com, tu as raison. Mais en tout cas, par contre, sur la partie financière, bah, il a eu des résultats très court terme, dont il devait être très content. Mais sur le long terme, effectivement, ça fonctionne pas. Je savais pas qu'il était revenu en arrière, tu me l'apprends. Oui, bah, j'ai découvert il y a peu de temps et j'étais là, bon, c'est plutôt rassurant. Parce qu'effectivement, ça peut très vite aller quand tu regardes que sous un angle financier, bah ouais, tu réduis très, très fort tes coûts, quoi. Si tu as... Mais tu as reçu un coup de fil déjà d'une IA? Non. Ah, moi, j'en ai T'en reçu. as reçu, c'est vrai? Ouais, tu le vois tout de suite. Oui, bien sûr. C'est très drôle. Et après, oui. Bah, tu le vois pas sur la fluidité. Tu le vois parce qu'au début, j'ai pas compris qui c'était, donc je lui ai demandé de reformuler. Et en fait, elle m'a pas reformulé, elle m'a reposé exactement Ouais, bien la sûr. même question sur exactement le même ton. Et donc, je lui ai dit, vous êtes une IA? Et elle m'a répondu oui. Et j'ai dit, bon, au revoir. Enfin, pas parce que c'était une IA, par ailleurs, parce que Mais c'est vrai ça que toi, m'intéresse pas. typiquement, Mais... les télémarketeurs. Bah oui. Et en fait, et comme dans toute transition, d'ailleurs, bon là, on commence à aller sur d'autres sujets, c'est plus de la prospective, mais tu as ce côté, en fait, comment tu vas gérer la friction, quoi. C'est quand Puis attends, on peut parler d'un télémarketeur qui se prend des raccrochages au nez ouais, bien sûr. par centaines. Non, mais c'est des métiers atroces. Bah, enfin, à un moment donné, si on peut juste faire ça par une IA qui, elle, s'en fout de se faire raccrocher au nez par... Mais ce qui te pose aussi la question de comment tu vas guider ces gens vers un autre emploi. Voilà, donc ça, par contre, et ça gère une ça transition. s'interroge. Voilà. Bah, bien sûr. Et c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, que je peux avoir des inquiétudes. Oui. Je suis agnostique technologiquement, si tu veux. Mais c'est plutôt... souvent, tu as un effet d'aubaine, plus un effet de compétitivité où tu te dis, mais mon concurrent, il le fait, donc il faut le faire vite. Et en fait, tout le monde fonce dedans. Et après, tu comptes les pots cassés, quoi. Ça, c'est cet aspect-là qui m'interroge. Je vais faire un parallèle que tout le monde va pas comprendre, mais je suis sûre que toi, tu vas comprendre. Vas-y. Tu vois, c'est un peu comme le télétravail. C'est-à-dire que tout le monde a foncé dedans sans se poser les questions de fond. Et maintenant, on siffle la fin de la récré, c'est fini le télétravail. Sauf que tu vas pas pouvoir faire ça avec l'IA. Il va y avoir le télétravail, tu peux pas trop. Avec le télétravail, c'est compliqué, t'as raison. Mais bon, il y en a qui osent. Mais enfin voilà. Donc, toute grosse transformation de fond, qu'elle soit tech ou qu'elle soit organisationnelle comme le télétravail ou culturelle ou managériale, en réalité, c'est pour ça l'IA, il y a pas de raison d'en avoir plus peur que le télétravail, en fait, si je reprends cet exemple. C'est-à-dire que c'est un vrai changement qui vient impacter profondément quelque chose et tous ceux qui se seront pas posé la question en amont de « OK, comment on l'adapte ?» bah ça fonctionnera pas. Effectivement, il y aura à un moment donné du négatif qui en découlera et beaucoup de pots cassés, comme tu le dis, sur les gens. Et ça, c'est là où ça devient problématique. Ouais. Et justement, donc pour un DRH qui écoute cet épisode et qui, comme tout le monde, y est confronté, pour toi, enfin, les conseils que tu donnerais ou les grandes questions qu'il doit se poser justement pour appréhender cette transition, ce serait quoi? Alors déjà, il n'est pas censé tout savoir faire. Donc à un moment donné, il y a des pros. Enfin, il faut qu'ils se fassent aider, je pense, mais par alors, je suis plus consultante. Le lab n'est pas une agence de conseil, donc je suis très à l'aise pour dire ça. Mais il faut aller chercher des compétences où elles sont, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir nous aider à réfléchir, qui vont pouvoir l'aider, lui, en l'occurrence, ce DRH, à réfléchir sur quel impact sur mon interne, quel impact sur mon collectif, mais aussi même sur ma culture et qui l'aide à travailler une projection. On parlait de long terme tout à l'heure qui est devenue de plus en plus courte, mais whatever, il faut qu'il arrive à projeter, à comprendre quel impact ça va avoir sur son collectif. Et pour ça, il faut qu'il se fasse aider parce qu'encore une fois, là on parle de l'IA avec des implications dont nous, même là, ce qu'on vient de se dire au micro, ça va peut-être être des choses nouvelles pour des gens qui nous écoutent, mais on est peut-être complètement très loin de la balle pour un gars dont c'est le métier, tu vois. Ouais. Donc, il faut aller chercher les compétences. Donc, moi, ce que je dirais à un DRH, on parle pas d'implémenter l'email, et même ça avait eu à l'époque, c'était fou. Mais enfin là, en termes de technologie et d'impact potentiel, tu dois te faire accompagner. Moi, c'est le conseil que je donne, c'est de se faire accompagner pour comprendre en amont les impacts, réussir, comme on disait tout à l'heure, à identifier qu'est-ce que je veux valoriser dans ma force de travail, quoi, dans mon collectif. Qu'est-ce que je veux valoriser, qu'est-ce que je peux déléguer à une IA, qu'est-ce qui est formateur pour mes jeunes et que je veux pas qu'on sorte, voilà, ce genre de choses. Et effectivement, ce côté, aller chercher des compétences et se faire accompagner, en fait, c'est d'autant plus vrai, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir dans ce que tu disais. Tu disais: «J'ai reçu un appel d'une IA et ça se voit tout de suite». Effectivement, aujourd'hui, ça se voit tout de suite. Enfin, tu passes un peu de temps sur LinkedIn. Moi aussi,
tu vois des posts écrits par des IA avec des IA qui répondent aux commentaires, ce qui est un petit peu terrifiant aussi, hein, en vrai. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas terrible. Il faut aussi se dire qu'il y a 1 an, tu payais 50 balles au premier mec qui avait compris que tu pouvais faire de la génération d'images pour acheter un pack de photos retouchées de toi par l'IA. Ouais. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est l'âge de pierre. C'était il y a 1 an. Donc, t'as aussi une courbe d'évolution de ces trucs-là qui est exponentielle. Donc, le temps, pour revenir sur ce que tu disais, que en tant que RH, on se fasse une idée, qu'on comprenne les enjeux, en fait, c'est déjà, C'est ça, t'es c'est déjà très très loin. exactement. T'es déjà très très loin. Donc, il y a un enjeu d'aller vite et un enjeu de C'est rester à la page, exactement quoi. mon propos. C'est pour ça que je te dis, il faut te faire accompagner par ceux dont c'est le métier d'être à la page, d'aller vite, et cetera. Et nous, au lab, de pouvoir être dans un écosystème où tu es au contact Mmh. de start-up, et cetera, nos adhérents nous font ces retours en nous disant: «Ça nous aide». Mmh. Et je pense que c'est une première brique, mais en réalité, pour bosser le truc en interne chez toi, et t'assurer que l'implantation de l'IA va avoir des effets positifs et pas les effets négatifs qu'on peut craindre aujourd'hui, ouais, il faut te faire accompagner, Bien sûr. pour les raisons que tu as évoquées, Mmh. autres. Et je reviens sur le parallèle que tu faisais avec le télétravail pour, aussi ouvrir ce sujet-là. Donc dans ces challenges, tu as parlé du côté l'individualisation du travail qui rend nécessaire de recréer du sens collectif. Je note que tu parles d'individualisation et pas d'individualisme, Ouais. même si c'est des choses qu'on peut entendre et qu'on a tous entendu de la part des gens autour de nous avec qui on travaille. Et c'est vrai que moi, très souvent, mes clients me disent: «Ouais, mais là, en fait, ils sont en télétravail, moi, je voudrais qu'ils reviennent. Comment on fait pour qu'ils reviennent?» Et puis parce qu'ils arrivent pas à enfin, je trouve que moi, ce que j'aimais, c'était, le côté avoir une aventure collective. Maintenant, je vois plus les collaborateurs. Donc en gros, même en tant que dirigeant, je suis un peu triste. Ouais. Hem Et en vrai, ça paraît dur de Ouais. les faire revenir en arrière. Toi, comment tu lis ça aujourd'hui? C'est quoi la tendance? Est-ce qu'on force ou est-ce que, on adapte? Ah non, on force pas. Hem, Pendant le covid, Mmh. moi, j'avais écrit un article où j'avais écrit: «Le nombre de boîtes qui vont, déchanter sur le télétravail dans quelques mois va être génial». Alors c'était pas il y a quelques mois. Ça s'est passé plus tard. Parce que je voyais bien, en fait, ça mettait en télétravail et même après quand je dis pendant le covid, c'était juste quand on a commencé à reprendre. Mmh. Et tu sais, donc on a commencé à reprendre et on est tous restés un peu en télétravail. Enfin là, on commençait les entreprises ont commencé à mettre en place des accords de télétravail beaucoup plus conséquents que ce qu'il y Ouais. avait avant, et cetera. Sauf qu'elles faisaient ça sans adapter, ou sans préparer les managers et sans adapter leurs, rituels, collectifs Mmh. donc ça marche pas. Tu peux pas demander, enfin, c'est un vrai changement de paradigme hyper profond, en fait, le Mmh. télétravail. Tu peux pas demander à un collaborateur de travailler, au bureau chez lui. Mmh. Donc c'est-à-dire de faire comme s'il était au bureau chez lui. Non. Voilà. Il y a Mmh. pas un règlement tu vois, un règlement intérieur, agrafé sur sa porte des toilettes Non, en chez effet. lui, Mmh. voilà. Donc le règlement intérieur de l'entreprise s'applique pas au règlement intérieur du collaborateur. Mais ça, c'est important parce que ça veut dire, effectivement, il peut commencer de bosser quand il veut, il peut faire sa pause à midi quand il veut, le soir, bon. Donc effectivement, si tu as toute une équipe, tu as 6 personnes dans une équipe et tu en as 5 qui ont des horaires exactement les mêmes et tu en as un Mmh. qui est en décalé du fait du travail, du télétravail, et ça peut poser des difficultés. Ça posera des difficultés si l'entreprise et le manager a pas en amont, mis un minimum de cadre et j'en sais rien, peut-être qu'il pourrait dire: «OK, une semaine, ça a 5 jours de travail. Mmh. Sur les 5, il y en a, tant où vous êtes là». Ça, les entreprises, elles ont essayé de le faire Oui, bien sûr. et quand vous êtes là, c'est ça les règles et quand vous êtes pas là, Mmh. c'est ça les règles. Mmh. Mais ça c'est arrivé assez tardivement, en fait, du coup, il y a eu des mauvais plis peut-être qui ont été pris aussi par les managers et par les collaborateurs. Moi, j'ai eu des remontées de gens qui me racontent que leur manager leur colle des réunions, le lundi matin à Bien 8 sûr, heures pour être sûr pour qu'on se ceux qui sont là. connectait. Bah oui, c'est toujours. Non, mais ça n'a aucun Et eux, en sens. même temps, on en revient à: «Tu bouges la souris pour qu'on te Ouais, voit, actif mais sur non, Teams», tu mais vois? Enfin, c'est, bon, c'est toujours le cas ça, mais ouais. l'infantilisation Ah du oui, mais truc. et puis c'est que des stratégies de contournement Mais oui, et de répression, donc mais de toute ça n'a façon, aucun plus sens, ouais. tu prends les gens pour les adultes pour des enfants, Ouais. plus je pense qu'il y a une espèce de attention, c'est basé sur absolument rien de scientifique, c'est mon intuition. Non, mais tu es psy, tu peux Plus il y penser a un comme ça. petit côté peut-être que ça joue, tu as raison. Plus il y a un petit côté quand même, je vais voir jusqu'où je peux pousser la provoque, Ouais. mais comme un peu un enfant Mmh. ou comme mais parce que pardon, mais moi si tu me prends pour, une enfant, à un moment donné, je vais Me presque comporter agir comme? Ouais. ouais. Bah ouais. Donc enfin et puis
le collectif, c'est des gens, enfin, soit tu as confiance dans ton collectif, des gens qui travaillent ensemble pour un projet d'entreprise, soit tu considères que tu es dans une garderie, tu dois garder des gens. Mmh. Enfin, tu vois, le manager, pour moi, dans ma vision, c'est pas un mec qui Ah bah, c'est pas un contrôle, qui contremaître. siffle, voilà, c'est pas un contremaître. Donc, cette vision-là, c'est pour ça que tu me dis, est-ce qu'il faut forcer, est-ce qu'il faut s'adapter? Cette vision-là, c'est un peu le forçage, quoi. Bon, Mais qui existe, hein, ouais, qui qui s'observe existe, en tout mais cas. combien de temps Enfin, je veux dire, combien de temps les gens vont rester? Il y a un impact sur la marque employeur qui est énorme. Exactement, et puis ils auront toujours des gens. Après, c'est quel talent tu veux aussi, Ouais. tu vois? Enfin, est-ce que Moi, tu es prêt à perdre des gens qui sont oui, bien dans ta culture, dans ta boîte et qui sont bons, parce que tu veux les avoir 3 jours au bureau et voir ce qu'ils font? bah, mais vas-y, choisis Ouais. d'avoir un collectif, de gens qui ont compris que ce qui était important pour toi, c'est qu'ils arrivent à telle heure et à telle Voilà. autre. Bon, bah, moi, je vais préférer un collectif de gens qui ont compris que ce qui était important pour moi, c'était de répondre à des engagements d'un client, Mmh. une qualité, une excellence, de remplir ses objectifs, et cetera. Bah, voilà, Mmh. on a tous les 2 pas, les mêmes enjeux et les mêmes finalités. Et je préfère la mienne qui est plus responsabilisante, et je pense que les collaborateurs, quand même dans leur globalité, à un moment donné, même ceux qui ont envie de se la couler douce et juste: «OK, je vais lui faire plaisir, je vais arriver à l'heure». Mmh. Parce qu'en fait, bouger ta souris pour faire croire que tu travailles, ça existe en présentiel, hein. Oui, bien sûr, Bon, on va c'est se dire les clair. choses. Bon, moi, j'ai connu j'ai connu des enfin bon, j'ai connu des environnements où les gens allaient dans les salles de réunion regarder des films, entre collègues, hein, et ils bookaient une réunion dans leur Oui, agenda. ouais, ouais, faut comme tu bookes tes fausses réunions, ton agenda Mais pour bien enfin, sûr! ouais, bien Non sûr. mais De toute façon, c'est toutes les techniques sont mais ouais, donc voilà, on s'attendait pas à trouver ça dans cet épisode-là, mais si vous voulez, truander au travail, voilà, vous avez des techniques de DRH. voilà. Non mais c'est très drôle, effectivement, j'avais pas vu qu'on faisait ça. Non, mais en fait, en réalité, plus tu infantilises, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et plus tu donnes envie Mmh. d'être infantilisé, et ça va, mais pareil, ça va tenir qu'un temps. En termes de marque employeur, enfin, c'est pareil, on connaît tous, Mmh. enfin, des gens qui ont après le covid, ça a sifflé comme moi je dis toujours ça, ça a Dans la sifflé la crème? fin de la récré, parce Mmh. que j'avais entendu ou j'avais lu, je ne sais plus, un DRH dire ça dans Mmh. une interview, et je m'étais dit: «Mais c'est Ouais, tellement loin ouais. tellement à côté de la plaque». C'est-à-dire, ça n'était pas la récré, là, pendant le covid. Non, pas vraiment, non, puis Voilà, accessoirement, c'était pas très drôle comme c'était récré, hein? pas très drôle, Ouais. donc le fait de dire ça, déjà, c'était vraiment très à côté de la plaque, et c'était tellement pas comprendre. Et moi, j'ai vu des gens, dans des grands groupes, où on avait essayé de siffler, il y a eu des grands groupes qui ont essayé juste après le covid, hein. Ouais. Je sais pas si les gens se souviennent, mais moi, je m'en souviens, et après, ils sont revenus en arrière, Ouais. et là, maintenant, ça vient des States. Pourquoi? Pardon, des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'était pas le même, ils étaient pas en hybridation, eux, c'était en full remote. Mmh. La mode aux États-Unis, c'était le full remote, Oui, avec des gens qui télétravail. travaillent, mais des fois sur des fuseaux horaires différents, Voilà, enfin. exactement, et pas avec ces accords que nous, on avait 2-3 jours par semaine. Mmh. Donc en réalité, eux, ils ont commencé à revenir au bureau, et donc en France, tout à coup, ça a relancé l'espoir, les velléités de ceux qui avaient tenté ça, tu vois? Les entreprises qui avaient tenté ça juste après le covid, où ça n'avait pas marché, et qui se sont dit: «Tiens, on va profiter de la hype et on va rappeler», ce qui certaines sont en train de faire. Mais juste après le covid, moi, j'ai en tête 2 groupes qui avaient essayé de le faire. Il y a eu des gens qui sont Ouais. partis, et moi je connaissais, j'avais une très bonne amie dans un groupe qui n'avait jamais même évoqué l'idée de Oui, partir. mais c'est un acquis Elle social, mais était très bien. c'est un acquis social, le télétravail. Enfin, c'est vécu et Heu défendu comme tel, donc et mais elle se plaisait dans sa boîte, elle adorait la culture, et cetera, et là, elle l'a presque vécu comme une trahison, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, je vois très Enfin, bien. pendant toute la période du covid, j'ai fait mon max. Ouais. Oui, en plus, ouais. Tu vois, il y avait ça, hein, Ouais, bien sûr, et en retour, on m'infantilise, on pense que je truande et on veut me ramener au bureau parce et que au retour, on me dit: «Je vais pas être mais enfin, donc ça, c'est presque, enfin, tu vois, ça vient te percuter l'expérience, collaborateur et la confiance qu'avait le collaborateur dans son entreprise. Bon, voilà. Donc sur le télétravail, moi, alors là, je peux t'en parler des heures, mais je pense que c'est pas le sujet, et je pense que c'est fondamentalement une erreur, de vouloir faire revenir. Et alors justement, quand on force pas, on adapte, mais tu l'as dit, il y a aussi un phénomène d'individualisation du travail, que ce soit dans le cadre, dans l'expérience ou même dans le rapport, parce que ces logiques-là que tu décris, c'est des logiques qui derrière te conduisent à te comporter de manière très transactionnelle en fait avec ton Oui. entreprise. En fait, tu es un individu qui vend son temps et donc du coup, en fait, juste tu essaies de t'optimiser pour pour gagner le plus d'argent le moins de temps possible, quoi. À l'inverse, c'est quoi les leviers que je peux actionner en tant que DRH pour, bah, sortir de ça, recréer de la dynamique collective et entre guillemets «dans cet environnement-là»? Mmh. C'est-à-dire que, bah, peut-être que, ouais, effectivement, juste à se dire: «On est tous dans la même pièce et donc on va à la machine à café et puis on a un repas à thème dans le mois, c'est fun», ça suffira peut-être pas. Mmh. Donc, ouais, c'est quoi tes recommandations justement pour recréer de la dynamique Ouais. collective?
Je pense qu'il faut vraiment alors déjà, faut redonner la main au manager. Je pense qu'il faut vraiment donner la main au manager parce que là, ce que je vais dire, ça va être des lieux communs. Enfin, tu vois, tu peux tirer des espèces de Mmh. grands guidelines, mais Ouais. chaque équipe, à mon avis, doit adapter en Ouais, fonction de c'est ses cette maille-là, quoi. ouais, Tu pas ouais, forcément ouais, à la maille entreprise, ouais. mais vraiment à la maille équipe, quoi. Moi, je pense. Mmh. Après, un DRH, quand même, ça tire des politiques, ça, tu vois, ça donne Mmh. une direction aussi sur ce genre de choses. Donc, ce que je vais dire, c'est ça peut sembler un peu, un peu, comment, globalisant, Ouais. alors qu'on parle encore une fois de gens et d'équipes, et donc il faut pas forcément là, il faut redescendre la maille. Mais tu vois, l'idée, c'est effectivement comment je réfléchis des rituels, comment je donne. En fait, il faut redonner envie. Mmh. Et tu donneras pas envie en disant aux gens juste, bah, viens poser ton PC et profiter du Wi-Fi, Mmh. dans ton bureau. Ça, c'est la question à 1 000 000 Comment tu donnes envie aux gens de travailler? Alors, bah, non, comment tu donnes envie aux gens de travailler? Tu te la poses quel que soit l'environnement. Ouais, bah, oui. Donc là, toi, c'est comment tu donnes envie Mais aux gens de venir mais travailler au quand bureau. mais oui, ou voire même non, mais enfin, même quand tu es chez toi, tu as 1 000 choses à faire aussi et quand tu vas au bureau, tu es obligé tu sais, il y a un côté, tu étais obligé. Ouais. Donc tu y allais, tu bossais, tu rentrais chez toi, tu te posais pas la question. Mais encore une fois, tu pouvais aller au bureau et ne pas bosser. Oui, oui, bien sûr. Mais Procrastiner, c'est d'autant plus facile de le faire quand tu as pas ton manager qui te regarde derrière, quoi. oui, 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 d'accord. Bah, si tu veux, enfin, si tu as quelqu'un qui ne veut pas, travailler, il travaillera pas quel que soit, c'est là où je veux en venir, en fait. Mmh. Après ça sera peut-être plus facile pour lui de pas travailler quand il est chez lui, mais il pourrait ne pas travailler d'où n'importe où, en Bien fait. sûr, C'est oui, ça oui, où bien je veux sûr. en venir, moi. Surtout grâce à tes super techniques en plus En là, fait, c'est bah, voilà, je veux dire un gars qui est, tu vois, hyper engagé, il adore son taf, tu le mets chez lui, il va pas tout à coup: «Bah, non, en fait, maintenant que je suis chez moi, je vais plus rien faire». Tu vois? mmh. Ouais, bien Enfin, sûr. donc il y a quand même un fond. Mmh. Voilà, bon. Bref, après comment tu donnes envie aux gens de travailler? Hem, Effectivement, et ça c'est la culture à nouveau, c'est le projet d'entreprise, c'est le sens. Comment tu donnes envie aux gens de travailler? Je sais pas si c'est la bonne question. Comment tu donnes envie aux gens de contribuer à ton projet d'entreprise? Ouais. Qu'ils aient leur part, qu'ils comprennent leur part, Mmh. qu'ils comprennent que, bah, sans eux, ça va peut-être fonctionner, mais peut-être pas de la même façon, Mmh. qu'ils viennent apporter une part d'âme, tu vois? Ouais. De leur savoir-faire, de leur savoir-être, de qui ils sont. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de valoriser et que je te dis qu'il vaut mieux être à la maille de l'équipe Ouais, quand tu réfléchis ça. bien sûr, Donc ouais. qui ils sont, tu vois? De les valoriser eux en tant que personnes. 2 personnes avec exactement le même cursus, la même formation, les mêmes compétences, j'en sais rien, tu vois? Bah, est-ce que ça existe? Mais pour la réflexion, on pourrait dire que oui. Bah, ça va rester des gens qui vont faire les choses différemment. Mmh. Mais c'est par essence, là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais ça, comment tu le valorises? Mmh. Et comment tu valorises ça dans un projet plus global? Et bah, pardon, mais moi je crois, je suis peut-être naïve, mais que, les gens, ils ont envie de contribuer à des choses, Mmh. plus grandes, et ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Tu sais, ces trucs des tailleurs de pierre, Ouais, des délégués cathédrales, ouais. Mmh. voilà, donc il y en a un, et celui qui a la sensation, celui qui voit son taf comme juste il pose des pierres, Mmh. et bah, qui pose des pierres au bureau, qui pose des pierres chez lui, il verra toujours qu'il pose des pierres. Mmh. Celui qui a compris qu'il construisait une cathédrale, bon, bah, lui, il a envie de construire cette cathédrale. Mmh. Après, il a peut-être envie de construire cette cathédrale, pas au détriment de, sa santé ou de sa famille Ou de ses ou de convictions, ou de ses voilà, valeurs, de ses conditions et de ses valeurs. Et donc c'est lui, en fait, là où il faut, réfléchir. C'est-à-dire Mmh. comment tu préserves tout ça, cet équilibre qu'il a envie de garder, Mmh. tout en lui demandant de quand même revenir au bureau de temps en temps, Mmh. parce que je suis d'accord, c'est important pour le collectif. Mmh. Moi, je suis pas pour le full remote, hein. Mmh. Donc par contre, je suis pour, un confort. Je trouve qu'il y a un gros mot, tu vois? Le confort, Ça va comme si ça devrait pas, mais oui. pour travailler, non, mais moi, j'ai écrit un article il y a longtemps, c'était là-dessus. C'était sûr, mais pourquoi est-ce que dans le travail, il y aurait forcément, souffrance? Alors je sais que c'est l'étymologie du truc, mais enfin, tu vois? Pourquoi travailler dans le confort, ça serait pas bien? Ouais, bah, Tu vois? ta zone de confort, faut surtout pas y rester d'ailleurs. Ouais, c'est ça, faut pousser. Mais enfin, pourquoi est-ce que, voilà, quelqu'un qui aurait envie, d'être bien chez lui, d'aller, moi, je me souviens pendant le télétravail, j'avais une collègue, elle allait, pendant le covid, elle allait, assez mal, et elle profitait pas de son heure de sortie, tu sais, à un moment donné. Ouais, ouais, bien sûr, là, tu avais Il le y droit avait d'aller les heures de 1 heure sortie, à 100 mètres de chez voilà, toi, ouais. et il y avait un couvre-feu. Ouais, 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 Et elle m'avait raconté, un jour, je l'avais au téléphone et elle m'a dit: «Ouais, je vais pas bien, j'arrive pas à sortir. Comme je vais plus au boulot à pied», je lui ai dit: «Bah, et ton heure, tu profites pas, tu sors pas?» C'est dingue de se dire qu'on se disait ça, hein. ouais, non, c'est clair. Bon, C'est bref, clair. et donc je lui ai dit: «Mais ton heure, tu profites pas de ton heure de sortie?» Tu vois? C'est vraiment la tôle, et elle m'avait dit: «Non, parce qu'avec le couvre-feu, quand, Ouais, mais il fait nuit, je débauche à 18 h et voilà, et je il peux plus fait nuit. sortir, ouais. Mmh. Il fait nuit, donc du coup, c'est moins sympa, machin», et je lui dis: «Mais pourquoi tu fais pas ton heure pendant la journée?»
Mais non, mais parce que c'est les heures de bureau, Et quoi. c'est les heures de bureau. Ouais. Et elle m'avait dit ça, elle m'avait dit: «Ben non, mais attends, imagine qu'on On essaie de m'appelle, qu'on m'appelle, qu'on ouais. essaie de me contacter». Tu vois? Elle s'est mise dans un espèce de truc hyper inconfortable. Elle allait mal, hein, Mmh. hyper d'ailleurs moi je l'ai remonté au manager, hyper inconfortable pour elle, parce que ce cadre qu'elle considérait comme celui qui était normal, en fait, devenait hyper pesant parce que tu vois, il était plus adapté, bah, aux conditions, Mmh. donc tu vois, pour moi, pour qu'un collaborateur, enfin, je pense que pour qu'un collaborateur, il fasse bien son boulot, qu'il a envie de le faire, bah, il doit pas oublier il faut pas qu'il s'oublie et qu'il oublie son confort Mmh. et donc comment faire pour donner envie aux collaborateurs de revenir ou de travailler? Bah, en lui faisant comprendre et en travaillant le fait que les 2 sont compatibles selon moi. Mmh. Ce qu'on va te demander de faire pour collaborer, contribuer au projet d'entreprise et ce que toi tu vas apporter personnellement, qui tu es, ton histoire, ton éducation, c'est hyper important pour nous, c'est Mmh. hyper valorisé et c'est hyper important pour le projet d'entreprise. Plus et ton confort, tu dois pas le Mmh. sacrifier pour ça. Donc, bah, tu vas avoir des jours de télétravail où tu vas pouvoir t'organiser plus en fonction de ton rythme. Mmh. Voilà, enfin, je vois pas du tout en quoi c'est incompatible. Enfin, je sais pas. Non, mais on Ou te sortira toujours 10 000 situations individuelles qui bien t'expliquent que sûr, c'est pas mais possible parce que et ci ou bah, et moi, ça. j'aurais toujours des des Voilà, contre-camps. bien sûr. Non, mais tu peux toujours faire tu vois, Un Kums, ouais. On peut faire un Kums voilà, si tu veux. tu peux faire rien, on fera comme ça après si tu veux, mais voilà, tu peux toujours trouver une contre-situation, ça n'a pas de sens de raisonner, Non, mais je suis d'accord avec toi, complètement. Et je veux revenir sur ce point-là, justement, que tu as évoqué, ce côté, enfin, l'approche, ce que tu appelles l'approche holistique de l'individu et donc du collaborateur. Ce truc-là, comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait concrètement pour intégrer ces aspects-là, sachant que, enfin, tu vois, on en a parlé sur un autre épisode où on parlait de santé mentale. Ouais. Il y a toujours eu cette croyance, comme tu le disais, de les problèmes, ça reste à la porte du boulot. Et en fait, t'es pas là pour être pas bien au boulot. En fait, quand tu viens au travail, tu appartiens à ton travail et donc tu es le collaborateur, quoi. Tu n'es pas Ouais, qui tu es en. Après, on a ouais. beaucoup parlé de l'authenticité. On commence à dire l'authenticité, est-ce que c'est vraiment une bonne chose au travail? Bon, on fait des allers-retours là-dessus, etc. Pour autant, aujourd'hui, moi, ça me paraît complètement improbable. Et je pense que, et pour ma génération, et pour celle d'en dessous, et même sûrement aujourd'hui pour celle de dessus, oui, bah oui, comme tu dis, j'ai une histoire, j'ai des idées, j'ai des convictions. Et non, je vais pas m'asseoir dessus 8 heures par jour parce que, Ouais. enfin, je suis pas différent, en fait. Non, mais ça, Et c'est terminé, ouais. mais ça aujourd'hui, enfin ça, il y a 4-5 ans encore, hein. Ça faisait de toi un franc-tireur. Ça faisait de toi un mec un peu instable, Bah, je sais bien, j'en parlais, un mec ingérable, tu vois? en 2018, c'était ça, j'étais une maboule. Ouais, bah, ouais, moi je te le maboule aussi, Ouais, je te un ouais. conseil, tu vois? Enfin Ouais, et tu étais limite tu travaillais bon, mais ouais, ouais. tu peux pas te Ouais, dire des ouais. trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi comment est-ce qu'on approche la singularité de chacun? Comment est-ce qu'on l'intègre? Et comment même est-ce qu'on la valorise, en fait? Ouais. C'est quoi les bonnes pratiques, la bonne posture à avoir pour ça? Hem, la bonne posture, c'est ce changement de paradigme, de compréhension vraiment Mmh. que, la personne, elle est d'autres facettes que p pardon, je dis peut-être un truc très évident, mais que le juste un collaborateur avec des compétences. Mmh. Hem, Ça peut paraître facile de dire la première chose, c'est de dire ça, mais je suis pas si Non, mais oui, ouais. certaine que ce soit Faut une le dire, évidence. Voilà. faut le comprendre, faut l'intégrer Voilà. et il faut l'appliquer. Il faut que tout le collectif l'intègre, tous les Mmh. managers. Donc là, déjà, pour moi, il y a un pan énorme. Mmh. Et ça veut mais après, il y a des choses qui sont très comme les entreprises, on aime bien un peu héroïser, Ouais. voilà. Mais il y a des choses qui sont très, très évidentes. Quand je dis, l'approche holistique, je prends plusieurs cas. Je dis le collaborateur, ça peut être un candidat, c'est aussi un client et c'est aussi un citoyen. Mmh. Le collaborateur candidat, il y a des vrais enjeux là, et qu'ont surtout les boîtes qui font du retail, Mmh. où tu vois, moi je t'ai dit que je venais de la banque, Ouais. dans ma dernière expérience et mon premier projet avant les JO, c'était la marque employeur. Mmh. Heu, Tu as des vrais enjeux là, sur retail, banque, elles ont aussi ça. Parce que, quand tu as un candidat qui a vécu une mauvaise expérience, nous on le voyait en agence, souvent il peut être, client de ta banque, Mmh. et donc il va voir son conseiller bancaire le lundi matin et il va lui dire, «Ouais, comment ça se fait là que j'ai postulé il y a 3 semaines, que j'ai pas eu de réponse?» Mmh. Mmh. Tu vois, il y a un mélange. Dans le retail aussi, tu pourrais très bien, ou dans l'hôtellerie. Bien sûr, ouais. Tu vois, tu as tes habitudes, tu vas dans le tel hôtel, tu as postulé, ou alors tu as postulé, tu as fait 4 entretiens, 5 entretiens et puis là on t'a ghosté. Mmh. Sauf que tu as Heu, aussi une interaction dans la vraie vie, entre guillemets, voilà. et pas juste dans le processus de Non, recrutement. mais tu peux même te dire: «Je vais arrêter d'aller dans» tu Ouais, peux je vais avoir, arrêter d'y aller et puis «Je vais arrêter d'y aller» je vais leur faire une sale pub et puis aussi. je vais leur faire une sale pub. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a quand même si à un moment donné,
juste la partie, parce que c'est pas juste la partie philosophique ou altruiste il faut changer ton approche et adopter une approche holistique, ça peut ne pas fonctionner à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a des choses qui sont un petit peu, qui peuvent impacter le business et l'activité de la boîte comme ça. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire, je sais pas si tu connais Yago et Mathieu Penet, Non. qui est une super boîte et que tu devrais recevoir Ok, avec plaisir. sur ton Si podcast. nous écoute, avec plaisir. Et qui avait fait une étude pour sonder ça, Ouais. que j'ai plus en tête les chiffres, mais où tu avais un chiffre énorme qui était largement au-dessus. Je crois que c'est 65%. Il faudrait retrouver, mais si tu peux mettre les chiffres dans le podcast, je te l'enverrai. Et qui disait de candidats qui disaient que parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience lors d'un recrutement, ils envisageaient possiblement arrêter de consommer la marque. Enfin, donc là, tu comprends le mélange. Et tu commences à dire marque employeur. Ouais, déjà. Et tu comprends le mélange. Et on n'est que sur la strate, un candidat. C'est voilà. Donc t'as rajouté une dimension là. Voilà, t'as ajouté une dimension. Si t'en rajoutes d'autres, je sais pas, l'engagement, on le voit là, Tesla. Oui, bien sûr. Tesla qui se casse complètement la figure. Les boycotts de plein de marques américaines en Europe, bon là c'est de la politique, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des engagements citoyens qui seraient plus en valeur, tes engagements citoyens qui seraient plus alignés avec les valeurs de l'entreprise, tu pourrais aussi, on a démissionné, boycotter une marque. Et donc, si tes clients qui boycottent une marque, tu vas pas y postuler. En principe. Donc, tu vois, tout ça est très poreux. Donc, il y a des façons de démontrer qu'il y a un petit risque là. Tu vois, moi, on parlait de marque employeur. Marque employeur, j'y suis depuis des années. Je ne renie pas, tout ce que j'ai pu écrire et tout ce que j'ai pu dire sur la marque employeur. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler de marque employeur. Il faut arrêter de parler de marque commerciale. Il faut parler de marque. Oui, j'ai la même chose aux gens qui me disent qu'on a des valeurs internes, des valeurs externes. Bon, non, mais voilà. Bon, c'est exactement la même chose. Et quand tu parles de marque, tu es vraiment dans cette notion de tout est confondu. Ouais. Tu peux pas t'adresser à un candidat différemment que tu t'adresses à un client ou que tu t'adresses à, je sais pas quoi, à une tierce partie, à un fournisseur. Tu vois, moi, quand je faisais du conseil, j'ai fait du conseil donc sur de l'expérience collaborateur, où j'expliquais aux entreprises l'importance de l'expérience collaborateur, et j'étais fournisseur, et après, on mettait 8 mois à me payer. Ouais, ça, bien sûr. Mais je leur disais en plus. Je vois très bien de tu quoi vois, tu parles. je pense, moi je suis plus consultante, mais toi, je vois que tu vois bien. Voilà, je pense que tu vois bien. Et effectivement, attention, parce que moi, du coup, mon expérience négative que j'ai eue avec toi, j'étais peut-être fournisseur à un instant. Mais déjà, je connais du monde. Possiblement, je peux autour de moi pas être trop en prescription de ta boîte. Et en plus, je sais pas, moi, peut-être dans 6 mois, je suis candidat. Ou je suis peut-être cliente de ta boîte et je suis vraiment très en colère parce que ça fait 8 mois, tu me fais dépenser du temps, de l'argent à te faire des recommandés, nanana. Tu vois, tout ça, ça peut... Ça, je le mets même à un autre niveau, c'est de se dire, quand tu es collaborateur d'entreprise, que tu es au contact des clients, que toute la journée on te rabâche que, tu vois, on prend ton exemple de facture, il faut être hyper réactif, hyper à l'écoute, que c'est des gens importants, enfin, tu vois, toi, tu fais ça et tu te rends compte que toi, on te traite très, très différemment. Ouais, bien sûr. Mais en fait, à partir du moment où tu as une craquelure dans le discours, dans un modèle d'entreprise, en fait, tout tombe. Ouais. C'est comme quand tu es consultant et que tu fais une presse et que tu as un chiffre qui est faux, et bon courage derrière, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire que les gens qui portent ton projet, eux-mêmes n'y croient pas. Ouais. Et donc, du coup, ils le portaient pas. Et donc, du coup, ton truc devient vraiment très, 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 très bullshit. Ouais. Donc, tu as vraiment intérêt à ce que tous les mondes de ton expérience soient très couverts. Non, mais c'est très, très... Oui, tout à fait. Et en fait, si c'est pas aligné, dès lors que... Moi, j'appelle ça la rupture de confiance. Ouais. Et la symétrie, beaucoup parlaient de symétrie des attentions, qui n'est pas un terme, c'est un terme déposé par l'Académie du service. C'est eux qui ont. Ah oui, j'ignorais. Voilà, donc ça, je l'apprends à tout le monde. Effectivement. L'Académie du service devrait me remercier pour ça. Okay. Non, parce que moi, j'aime bien rendre à César. Donc, ouais, c'est un terme déposé, la symétrie des attentions. Moi, je parlais plutôt de symétrie des expériences quand j'avais commencé. D'ailleurs, mon dernier livre qui est sorti, là, je parle de ça aussi, entre les symétries des expériences, entre expérience collaborateur et expérience candidat, par exemple, et expérience client. Mais oui, c'est venu de là, les boîtes qui avaient beaucoup investi depuis les années 2000 sur l'expérience client et qui ont commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Beaucoup de l'hôtellerie, je crois. Hôtellerie, call center, voilà, de se rendre compte que... Mais l'hôtellerie, oui, parce que l'hôtellerie, c'est encore plus visible qu'il faut être au petit soin pour l'autre. Oui, c'est ça, c'est du service et très... personne n'est au petit soin pour moi. Ouais, effectivement, très clair. Et pour revenir sur l'aspect que tu as évoqué, le dernier, le côté citoyen, c'est celui qui m'interroge le plus, que je trouve le plus réel aussi. Tu as parlé de Tesla, qui est un exemple. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu le discours. Non, mais nous, on fait du business, on fait pas de la politique. Ouais.
comme, enfin, Bah, ça, je pense qu'à terme, ça fonctionnera plus. bah, je pense aussi. Et en même temps, ça doit être terrifiant pour plein Ah oui, de bien sûr. gens, quoi. Enfin, pour Ouais, plein de dirigeants, tu vois. Déjà parce que, bah, en vrai, le business as usual, c'est quand même beaucoup plus simple ouais, que de se positionner, parce que à qui tu risques de déplaire et qui te paye, et est-ce que tes convictions sont alignées avec ouais, les mécaniques de business. Enfin, je rentre même pas dans les considérations ouais. de croissance, de ressources, etc. Mais c'est pas toujours évident. Et comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui, pareil, tu vois, ou ce que tu observes, ou les recos que tu as, mais pour intégrer les préoccupations politiques qui, en fait, plus le monde dans lequel tu vis est polarisé, plus elles vont être grandissantes et à fleur de peau chez les gens, avec le côté, ouais, mais ici, nous, on a un business, quoi. Comment on fait pour gérer ça? Écoute, soit tu as, alors j'ai pas la réponse, soit, Dommage. Je la cherche aussi, donc. et si je l'avais, je sais pas si je te la donne à ce micro, si Ah, je toi, fait payer? Ouais, je voilà, comprends. ce que je veux dire. Mmh. Non mais soit tu arrives, je ne sais pas comment, à être un espèce d'au milieu du gué comme ça, où tu aucune, prise sur ton en tant qu'entreprise, hein. Mmh. Heu, on est incapable de te de tu n'as aucune prise sur ce qui se passe autour. C'est-à-dire, tu fais ton business comme ça, Mmh. sans jamais, prendre position ni que rien. Mais je vois pas Bon trop courage. voilà, C'est-à-dire que tu j'arrive fonctionnes en pas bien à autarcie, hein, voir ça comment va. voilà, Mmh. j'arrive pas bien à voir comment ça fonctionnerait et par ailleurs, une entreprise quand même, il y a une enfin dans RSE, c'est responsabilités Social. sociales. Mmh. Donc tu es quand même tu es un acteur de la société. Mmh. Donc tes collaborateurs sont des citoyens. Mmh. Donc tu vois, si tu arrives à incarner ça, celui qui en parle beaucoup, c'est Pascal Dumurgier qui parle Ouais, d'entreprise bien sûr, politique. entreprise politique, ouais. Si en tant qu'entreprise, si tu as compris ça, effectivement, à un moment donné, bah, faut que tu fasses un choix et que tu t'engages, quel que soit l'endroit où tu t'engages. Après, Mmh. il faut l'assumer par contre, effectivement. Mais dire bon ça c'est de la politique, enfin tout est politique, enfin moi je suis passionnée de politique, tout est politique et ça paraît compliqué pour une entreprise. Après, tu vois bah, il l'assume, hein, enfin il est en train de moins l'assumer là tout de suite Elon Musk sur, Tesla. Là ça tu sens que ça patine un peu, Bah, le cours de l'action fait que. et qu'il a arrêté de tweeter un petit peu parce que ça avait des conséquences tout voilà. Mais tu vois, enfin, quelque part, bah, écoute, moi je suis contente qu'il soit sorti du bois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ah bah, bien si tu sûr, vas dans ce sens-là, parce qu'après chaque citoyen fais son fait ses choix. choix. Puis tu as Ouais. des gens qui vont continuer d'acheter Tesla parce qu'ils Et sont OK d'autres qui vont avec mettre lui des plaques Toyota sur leur site et le après parce que voilà, donc enfin, à un moment donné, bah, assume. ouais. Donc mais par contre dire, «Non, mais ça c'est politique, j'y vais pas» et réussir à rester comme ça un peu au milieu du gué, surtout dans cette période d'hyperpolitisation, Mmh. et d'hyperpolarisation, de la société, Mmh. je suis pas sûre qu'il y en a qui vont réussir à le faire. Mmh. Ouais, c'est enfin, de rester apolitique, j'ai beaucoup de mal à le croire, et d'autant plus avec le discours quand il y a eu, enfin, moi j'ai beaucoup travaillé plutôt avec des boîtes tech, donc je sais pas comment c'est enfin, je vais pas parler pour tout le paysage français, mais tu vois, les valeurs entreprises, la mission entreprise, c'était un truc qui a été très mis en avant. Ouais, Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec eux. Bah, maintenant, c'est le moment de montrer que ça voulait dire ouais, quelque chose, quoi. tout à fait. Ouais, c'était bien pour recruter des gens avec le culture Ouais, fit et tout. Enfin, je maintiens tout ce discours de c'est hyper aidant d'en avoir, mais il faut aussi enfin, quand c'est le moment de les défendre, il faut que ça veuille dire quelque chose, quoi. ouais, Sinon, comme on disait tout à l'heure, ouais, pipeau, quoi. ouais, ouais. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on veut éviter. Mais oui, oui, bah, après je pense qu'il y en a quand même beaucoup où c'était pas Non, c'était pas forcément, pipeau. ouais, Mais ça voulait pas dire qu'ils avaient vocation forcément à se positionner sur des sujets qui les non, dépassent, ouais, tu vois? ouais, ouais, C'est les valeurs, quand tu regardes d'un point de vue interne et RH, ça veut dire, en gros, ce qu'on valorise, ce qui fait que ce que tu cherches chez quelqu'un dans la manière de travailler, la manière de communiquer, ce qui fait que tu es bon ou pas et ce qui fait que tu vas être bon dans cette ouais, culture-là, et donc derrière, ça a des applications très concrètes ouais, en termes de recrutement, enfin, justement, tu parlais de ouais, marque employeur. OK, ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est quand tu considères, comme tu le disais, l'entreprise comme un bocal, un truc fermé. ouais, Bah, à partir du moment où elle est à interaction bah, et oui. que choisir, c'est renoncer, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mmh. Et ça, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer Mais pour tu le coup. vois, tu le vois sur les politiques d'I&I où, ça revient en arrière, Ouais. enfin ça stoppe tout, parce que, Bah, là, j'ai pas de clients qui ont fait ça pour l'instant, donc je suis plutôt content. ouais, Mais c'est dur, ouais. Enfin, ça veut dire que tout ce que tu as affiché, bah, oui, en fait, c'était juste du marketing. mais tu imagines les Et collaborateurs? tu la rupture de confiance, ouais. Ouais, bah, Enfin, c'est incroyable. Moi c'est j'ai été tu imagines, tu as été recruté dans une boîte comme ça? c'est super Tu imagines important, qui a été pour ça? ouais. Ouais. Parce que ça doit enfin forcément il y a des gens qui y sont allés, parce qu'ils étaient contents de ces politiques, de trouver un écho à leurs propres valeurs, puis tout à coup, bah, ouais, bah, non. Enfin, ouais, je pense que c'est la rupture de confiance, c'est pour ça, qu'il faut être aligné, en fait. Mmh. Aligné et sincère, effectivement. Ouais. Heu, j'arrive sur mes dernières questions de fin d'épisode.
On a dit au début que c'était difficile aujourd'hui d'avoir une stratégie ou de se projeter à plus de 2-3 ans. Ouais. Je vais évidemment te demander de faire un truc très difficile du coup. On est en 2025. Si on fait un peu de prospective, le métier de DRH en 2035, à quoi ça ressemble? Bah, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que c'est, quelqu'un qui gère et de la tech Mmh. et de l'IA et des faux gens, je sais pas comment Des dire, faux gens. des faux gens, mais des vraies compétences, Ouais. enfin des vrais, tu vois, des vrais apports quand même. Mmh. Et surtout, c'est le DRH et c'est un DRH qui a, heu, compris la valeur, vraiment on parle pas beaucoup de valeur ajoutée en RH. Mmh. Moi, j'en parle beaucoup, même quand je parle de l'offre RH, Ouais. tu vois, de valeur ajoutée. Vraiment ça, on en parle pour des produits, des services. Mais pour moi, c'est un manager de valeur ajoutée, mais lui, de la valeur ajoutée humaine, quoi, créée par sa boîte, ouais, humaine. Et pour moi, un DRH en 2000, je sais plus la date que tu m'as, 50? 2035, c'est bien déjà. 30, ouais, c'est Dans loin 10 quand ans même. quoi, tu vois? Ouais, dans 10 ans. 2050, C'est c'est encore encore plus loin. ouais, c'est fou. Il va gérer peut-être des choses, très, je pense que la techno, va être de plus en plus, insérée dans tous les process. Peut-être il y aura des recrutements 100% autonomes, j'en sais rien. Tu m'as cité l'exemple tout à l'heure du customer, Customer service, ouais. ouais, qui Service pouvaient être client. des IA, mais demain, tu as des recruteurs qui vont être des IA. Tu as peut-être des gens qui vont se faire recruter 100% par une IA, enfin, peut-être pas Mmh. 100%, mais j'espère qu'il y a au moins à la fin, tu rencontres ton manager en vrai, et que c'est pas une IA. Mais bon, Mmh. ça aussi, hein. Manager, c'est peut-être une Ou IA, hein. ton DRH sera peut-être une IA en fait. En 2035, tu seras le métier de Mais il y avait DRH une sera boîte au peut-être une IA. Japon, non, qui avait, ou en Corée, je sais plus, qui avait essayé, Je sais pas, moi ça me fait de flipper, ouais. faire Mais un DRH IA il y a quelques années. Pareil, ça n'a pas tenu longtemps. Mais voilà, pour moi, c'est un manager d'une espèce de collectif qui est hybride. mmh. Où tout va être hybride en fait, tu vois? La façon de travailler, le contenu du travail, et du coup même tes apports, les gens et qui seront augmentés peut-être, ou c'est ringard maintenant de dire, collaborateur augmenté. Moi C'est ringard déjà ça? ouais, moi j'aimais bien, je sais pas, j'ai Ouais, c'est entendu marrant, dire que c'est un peu ringard. je suis plus à la page, tu vois? Mouais, c'est ça, on est has-been. Bon, en tout cas, tout le monde a compris, c'est-à-dire qu'il y a un assistant IA. Mmh. Bon, bah, ça, tu vois, ça fait une espèce de workforce, très très hybride. Et donc pour Mmh. moi, le DRH en 2035, il gère, comme ça, cette force de travail hybride. Et dans mes rêves, il a compris que, le collaborateur, enfin, il a cette approche holistique, Mmh. et on arrête avec ces infantilisations et enfantillages, même, j'ai envie de dire, Mmh. de considérer le collaborateur comme pas, en possibilité, en capacité de choisir lui-même, de s'organiser, pour s'il a compris sa valeur, on peut lui faire confiance sur la façon de s'organiser pour l'atteindre et pour la délivrer. Et donc pour moi, le DRH, il aura compris ça. Mais bon, là, je suis peut-être un peu loin. Mais en tout cas, voilà, sur la partie RH/tech, Mmh. tu vois, on reboucle avec mon premier propos. C'est Ouais. qu'est-ce que c'est facile aujourd'hui, d'être RH? Sur la partie RH/tech, il maîtrise, quoi. Mmh. Il a les deux. Il a les deux casquettes, ce qu'on a de moins en moins. Mais 10 ans, je sais pas si c'est pas un peu tôt. Et OK. c'est pour ça que je te repose la question de On la verra, de la on date. fera le bilan dans 10 ans si tu veux. Ouais, parce Ouais. qu'il faut que les formations en RH, tu vois, Et justement, c'est ma dernière question pour toi. Si on revient à aujourd'hui, en ouais. fait, on a couvert énormément de sujets, ça donné énormément de conseils. Hem, Au fait, si tu devais en garder un, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un DRH pour traverser la période qui s'ouvre ou qui s'est déjà ouverte, sans aussi se faire complètement, écraser en fait? Parce que tu peux être Ouais. écartelé entre 1 million de choses que tu dois gérer Ouais. et t'es pas, ni, tu pas le don d'ubiquité, tu sais pas tout faire. Comment est-ce qu'on traverse ça? Hem, j'ai pas la baguette magique, mais par contre, je pense qu'il y a un mindset, moi, Mmh. et que ça se cultive, et que je sais qu'il a pas le temps, Mmh. le DRH, mais il faut qu'il sorte, en fait, de son bureau. Mmh. Il faut qu'il comprenne les tendances, il faut qu'il aille lui-même en salon. Tu vois, nous, au lab, on fait beaucoup de salons, on Ouais. a des villages, bah, on voit des équipes RH, mais je vois rarement des DRH, moi, en salon. Mmh. Alors c'est bien qu'il envoie ses équipes et on peut dire il délègue, et cetera, mais tu vois, il faut qu'il sorte de son bureau. Alors les équipes RH en général, mais là tu m'interroges Mmh. sur Oui, le oui, oui, bien DRH, sûr. voilà, et qui cultive lui-même ce mindset d'innovation, de compréhension de son environnement, de compréhension, même qu'il aille dans des événements qui sont un peu en prospective, tu vois? Mmh. Tu vois, toutes les questions qu'on vient de se poser sur ce podcast,
je suis pas sûre qu'il se les pose, mais pas parce qu'il a pas envie ou qu'il a pas le le nez temps. dans le guidon, ouais. Ouais, il Parce a que le là, nez c'est dans le guidon. entretien annuel, puis cet après-midi, j'ai recrutement, Bah, puis c'est demain, j'ai ça, le point avec l'équipe de enfin. sourcing, et puis après, il y a Codir si j'y suis, et ça En n'arrête fait, jamais. cultiver son mindset devrait être moi, là, si je manageais un DRH, ça serait dans ses objectifs. OK. Donc ça, tu vois, ça devrait être quelque chose d'aussi important que de recruter, de faire les entretiens annuels de mes Mmh. équipes, etc. Il devrait y avoir dans son agenda un truc bloqué. Et parce que sinon, effectivement, je pense il peut se faire dépasser Très rapidement. vite. Merci beaucoup, Séverine. Bah, de rien. C'était un plaisir, Ouais. et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode, et merci à tous.